Les eaux furieuses de la rivière Clearwater rugissaient contre les jambes tremblantes de la petite fille. À 8 ans, Lily Reynolds n'avait ni la taille ni la force pour affronter un courant aussi puissant. Et pourtant, elle luttait de toutes ses forces, les dents serrées, le cœur battant à tout rompre. Accroché désespérément à ses épaules, un chiot trempé jusqu'aux os, les pattes crispées autour de son cou, haletait de peur. Quelques instants plus tôt, Lily observait en silence la montée inquiétante des eaux depuis un talus qu'elle pensait sûr. C'est alors qu'elle avait entendu ce son, faible, aigu, presque couvert par le fracas du courant, un gémissement. Elle avait tourné la tête et l'avait vu, une minuscule boule de poils coincée sur un îlot de terre en train de disparaître sous les flots. Sans réfléchir, Lily s'était jetée dans l'eau glacée, oubliant les avertissements de sa mère sur les crues printanières. Chaque pas l'éloignait un peu plus du rivage. Et maintenant, alors qu'elle tentait de regagner la berge, couverte de boue, le souffle court, elle leva les yeux. Et son cœur manqua un battement. 7 chiens, 7 bergers allemands adultes, massifs et silencieux, l'attendaient sur la rive. Leurs silhouettes formaient un demi-cercle parfait, bloquant l'unique accès au chemin. Leurs yeux dorés, fixes et impassibles, étaient tous braqués sur elle et sur le chiot qu'elle tenait contre elle. Ils ne bougeaient pas. Ils ne grognaient pas. Ils ne montraient ni peur ni hostilité. Seulement cette immobilité étrange, presque cérémonielle. Ce qui se passa ensuite défia tout ce que l'on croyait savoir sur les animaux sauvages. Laissez un like si l'histoire vous touche et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, ainsi que la ville d'où vous regardez. Et maintenant, poursuivons l'histoire. Sutton Valley, au pied des monts Timberline, était un de ces endroits où la nature et l'homme vivaient en équilibre fragile. À peine 3000 habitants, des routes en terre battue, des porches en bois vieillis et des habitants qui laissaient leurs portes déverrouillées. Jusqu'à il y a 3 ans, la famille Reynolds faisait partie du tissu serré de la vallée. Mais l'accident au lac Hartley avait tout changé. Mark Reynolds, pompier volontaire, avait trouvé la mort en tentant de secourir une randonneuse piégée sur une falaise. Sa femme, Madison, s'était retrouvée veuve et Lily, sans père. Depuis ce jour, la petite fille n'avait plus prononcé un seul mot. Pas un cri, pas une plainte, pas même un murmure. Elle s'était murée dans un silence total, comme si le langage humain n'avait plus de sens. Madison, biologiste spécialiste du comportement canin, avait accepté un poste au centre de conservation local en espérant que ce nouveau départ aiderait sa fille à guérir. À 38 ans, elle portait les marques de son deuil, comme d'autres portent leurs cicatrices. Une posture tendue, des traits tirés, une voix calme, mais lasse. Elle partageait ses journées entre les sentiers de la réserve, les carnets de terrain et les tentatives vaines de briser le mur que Lily avait érigé entre elle et le reste du monde. À Sutton Valley, le shérif Ben Holloway incarnait à lui seul l'esprit des lieux. 45 ans, visage buriné, mâchoire serrée et regard sceptique. Il ne tolérait ni les complications inutiles, ni les étrangers qui remettaient en question ses méthodes. Et ce qu'il considérait comme une menace croissante, c'était cette meute de bergers allemands qui rôdaient dans les collines. Des chiens, disait-il, issus de croisements anciens, abandonnés ou échappés de chenils, désormais redevenus sauvages. Pour lui, ce n'étaient plus des animaux de compagnie, mais des prédateurs en devenir. La seule à voir au-delà de cette peur était la docteure Eleanor Hayes, psychologue pour enfants spécialisée dans les troubles du spectre autistique et le mutisme sélectif. En 20 ans de carrière, elle avait appris une chose essentielle. Certains enfants parlaient mieux avec leurs gestes, leurs dessins ou leur silence qu'avec des mots. C'est pourquoi elle avait proposé une approche originale avec Lily, la thérapie assistée par les animaux. Et puis, il y avait Caleb Dawson. Éleveur de la 5e génération, son immense ranch bordait les bois où la meute avait été aperçue à plusieurs reprises. À 65 ans, il était respecté, voire craint, dans toute la vallée. Et sa patience, comme les rivières au printemps, s'amenuisait. En un mois, il avait perdu 11 bêtes. Agneaux éventrés, poules disparues, clôtures défoncées. Pour lui, il n'y avait pas de doute. Ces chiens représentaient un danger immédiat. La salle communale de Sutton était pleine à craquer ce jour-là. Un orage de début avril martelait le toit de tôle comme pour donner le ton à la réunion. Madison, assise au fond, observait les visages tendus, le carnet sur ses genoux resté vierge. Caleb Dawson tapait du poing sur le pupitre. 3 agneaux cette semaine. 3. Et on fait quoi? On les regarde rôder autour de nos maisons? Le shérif Holloway, bras croisés, se tenait juste derrière lui. On n'a pas de preuve formelle que ce soit les bergers. Ça pourrait être des coyotes, ou même un puma.
Mais Caleb le coupa net. J'ai élevé du bétail dans ces collines plus longtemps que vous n'avez porté un badge. Je reconnais la signature d'une attaque canine. Et ces bêtes-là ne sont pas des errants. Ce sont des chiens de travail, des chiens de guerre, désormais hors de contrôle. Madison sentit la colère monter. Elle leva la main. Caleb fit mine d'hésiter, puis hocha la tête. Elle se leva. Les comportements que vous décrivez ne correspondent pas aux meutes féroces. Ces animaux ont une structure sociale. Leur marque territoriale montre qu'ils protègent, pas qu'ils chassent. Il faut davantage d'observation avant de « observer », gronda Caleb, pendant qu'il massacre de nos bêtes. Et si demain c'était un enfant? Un murmure parcourut la foule. Plusieurs mères ramenèrent leurs enfants plus près d'elle. Madison serra les poings. Elle chercha du regard Lily et la vit, assise en tailleur sous le porte-manteau, crayon à la main, concentrée sur un dessin, comme si tout ce tumulte ne la concernait pas. Mais Madison savait. Sa fille enregistrait tout. « J'ai décidé d'agir », déclara Caleb. « Ce week-end, on part en battue. Le shérif nous accompagne. On élimine la menace. Point final. » Madison voulut protester, mais sa voix fut noyée par les acclamations. Elle tourna la tête. Lily la fixait à présent, les yeux écarquillés, immobile. Dehors, le ciel était devenu couleur ardoise, le vent apportait l'odeur métallique de la pluie. « Dr. Hayes dit que tu progresses », dit Madison en conduisant prudemment sur la route sinueuse qui menait à leur maison en lisière de forêt. Elle pense que tes dessins sont peut-être une manière de parler. Lily ne répondit pas, le regard perdu dans le paysage défilant. Plus tard, alors que les éclairs illuminaient leur modeste chalet et que les coups de tonnerre faisaient vibrer les vitres, Madison jeta un dernier coup d'œil à la chambre de sa fille. Lily dormait, son chien en peluche serré contre elle. Madison s'approcha, borda la couverture, lui caressa doucement les cheveux, sans voir que le petit sac à dos suspendu à la porte avait disparu. À l'aube, le silence était presque irréel. La tempête avait quitté Sutton Valley, mais ses traces étaient de partout, ruisseaux débordés, branches arrachées, terre détrempée et un épais brouillard accroché au sol comme une couverture humide. C'est dans cette atmosphère de fin du monde que Lily Reynolds, bottes aux pieds et capuche relevée sur son visage déterminé, se faufila hors du chalet, longeant les bois sans un bruit. Son sac à dos battait contre ses épaules. À l'intérieur, un peu de nourriture, une gourde, quelques crayons et le dessin qu'elle avait soigneusement plié la veille. Elle savait exactement où aller. Elle connaissait les abris. Elle connaissait la meute. Depuis des mois, Lily observait les chiens en secret. Elle avait repéré leurs itinéraires, leurs points de rassemblement, leurs habitudes de chasse. Elle leur avait laissé à manger, toujours à distance, sans jamais les approcher. Un rituel fragile s'était installé. Pas un mot, pas un geste brusque, un échange muet de confiance. Ce matin-là, elle n'allait pas juste les observer. Elle allait les prévenir. Le chemin qu'elle emprunta, jadis simple sentier bordé de fougères, avait été métamorphosé par les pluies de diluviennes. Le ruisseau qui serpentait au fond de la vallée était devenu un torrent déchaîné. Lily s'arrêta net. Les pierres plates qui formaient un passage d'ordinaire étaient désormais englouties. Impossible de traverser ici. Mais elle connaissait un autre moyen, un chêne abattu un peu plus en amont. Peut-être, juste peut-être, tenait-il encore. Elle prit la direction de l'arbre sans hésitation. C'est alors qu'elle l'entendit. Un gémissement aigu et saccadé, semblable à celui de la veille. Son cœur se serra. Elle tourna la tête. Là, sur un petit monticule isolé par les flots, un chiot. Encore un berger allemand, minuscule et trempé, qui tournait en rond sur son îlot de boue, les pattes agitées, les oreilles de plaqué. Il ne tiendrait pas longtemps. Lily jeta un regard au torrent. Elle savait ce que cela signifiait. Pas le temps d'appeler à l'aide, pas le temps d'attendre. Elle posa son sac, le laissa bien visible sous un arbre et s'approcha de l'eau. Le froid la frappa comme un coup de fouet. Ses bottes furent emportées au premier pas. Elle lutta pour garder l'équilibre, s'enfonçant jusqu'aux cuisses. Le courant la tira vers l'aval, mais elle serra les dents et bras tendus pour garder son cap. Le chiot pleurait plus fort à mesure qu'elle approchait. Quand elle fut à portée, la terre sous le chiot céda, soudain, l'emportant dans l'eau. Lily plongea. Ses doigts se refermèrent sur une touffe de poils mouillés. Le chiot était lourd, mou, presque inerte. Mais vivant, elle le serra contre elle et entama le retour, un bras enroulé autour du petit corps tremblant, l'autre luttant contre le courant. Chaque pas était un combat. Elle glissa, se releva, trébucha à nouveau. L'eau atteignait sa poitrine, le vent fouettait son visage. Mais elle n'abandonna pas. Quand enfin ses pieds,
touchèrent à nouveau la rive. Elle tomba à genoux, haletante, grelottante, couverte de boue. Et c'est alors qu'elle les vit. 7 chiens, alignés, immauvais, leur pelage dégoulinant d'humidité, leurs silhouettes noires découpées sur la brume. Ils ne bougeaient pas, ils ne grognaient pas, ils regardaient. Le plus grand d'entre eux, un mâle aux poils sombres, s'avança d'un pas dans l'eau, fixant Lily de ses yeux dorés. Elle se figea. Tout ce qu'on lui avait dit sur les chiens sauvages lui revint en mémoire. Ne pas courir, ne pas les défier, ne pas s'interposer s'ils protègent leurs petits. Mais ce qu'elle vit dans les yeux de l'alpha ne ressemblait pas à de la menace. C'était autre chose, une reconnaissance. Un craquement derrière elle la fit sursauter. Elle se retourna lentement. Sur la pente boisée, à quelques mètres, une silhouette. Le shérif Holloway. Sa main était posée sur son arme. Son regard passait de Lily à la meute. Son souffle formait de petits nuages dans l'air glacé. « Lily, dit-il à voix basse, comme si le moindre son pouvait déclencher un désastre. Ne bouge pas, surtout, ne cours pas. » Mais Lily n'avait aucune intention de fuir. Le chiot dans ses bras poussa un gémissement. L'alpha, sans prévenir, s'avança encore, entrant dans l'eau jusqu'aux genoux. Le shérif dégaina « Lily, baisse-toi !» Mais le grand chien s'arrêta à 3 mètres. Il baissa lentement la tête. Une inclinaison lente, respectueuse, comme une révérence. Le silence se fit. Puis un son doux, un souffle s'échappa de sa gorge. Un appel. Les 6 autres s'avancèrent à leur tour, formant un cercle autour de Lily. Pas pour l'encercler, pour la protéger. Leurs mouvements étaient calmes, ordonnés, une chorégraphie silencieuse, orchestrée par l'alpha. Le shérif resta figé. Son arme à la main, mais son doigt s'éloigna de la détente. « Seigneur tout-puissant !» murmura-t-il. Devant lui, une enfant trempée, boueuse, tenant un chiot dans ses bras. Autour d'elle, une garde d'honneur composée de chiens que toute la vallée voulait abattre. Le visage de Lily, d'ordinaire fermé, s'éclaira. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle souriait. Ce n'était pas la peur, c'était autre chose, quelque chose de profond, de miraculeux. Et dans ce sourire, le shérif revit une autre scène. 3 ans plus tôt, un homme, Mark Reynolds, emporté par les eaux du lac Hartley. Une communauté entière en deuil. Et cette même petite fille, figée au milieu de la cérémonie, incapable de pleurer, incapable de parler. Et aujourd'hui, là, dans la boue et l'eau, c'était lui qu'elle rappelait. Elle portait en elle cette même impulsion, sauver, peu importe le danger. Mais à la différence de son père, elle n'était pas seule. Elle était accompagnée, entourée. Protéger n'était plus un acte solitaire. Madison ne dormait presque jamais lorsqu'il pleuvait. Chaque orage, chaque grondement l'arrachait à son sommeil avec la même brutalité que le jour où Mark avait disparu. Ce matin-là, alors que la lumière grise de l'aube perçait à peine le brouillard et que la cafetière n'avait pas encore fini de couler, les phares d'un véhicule brisèrent la brume dans l'allée du chalet. C'était la voiture du shérif. Elle s'était précipitée dehors, tasse encore chaude à la main, l'inquiétude déjà sur le visage. Quand elle aperçut sa fille sur le siège passager, emmitouflée dans une couverture thermique, un chiot blotti contre elle, son cœur se serra. « Elle va bien !» lança le shérif en sortant du véhicule, les traits tirés par la tension. Trempée et gelée mais vivante, Lily était livide, ses lèvres bleuies par le froid, mais ses yeux brillaient d'une lumière que Madison n'avait pas vue depuis longtemps. Elle courut ouvrir la portière, serra sa fille contre elle, mais Lily ne quitta pas le chiot des yeux. Ses doigts tremblaient en caressant doucement le petit animal. Elle était là, mais son esprit semblait encore dans la rivière. Elle est entrée dans Clearwater pour sauver ce petit, expliqua le shérif d'une voix mesurée. Elle a failli être emportée. Madison n'arrivait pas à parler. Elle hocha simplement la tête et guida Lily à l'intérieur. Elle installa le chiot près du poêle à bois, l'enroula dans des serviettes, lui apporta une coupelle de lait tiède. Puis elle aida Lily à se glisser dans un bain chaud, changea ses vêtements, la couvrit de couverture. Mais malgré tout cela, sa peau restait froide, sa respiration sifflante. Elle avait inhalé de l'eau glacée. Son petit corps commençait à faiblir. « Il faut appeler Eleanor », dit-elle en se retournant vers le shérif qui faisait les 100 pas dans le salon. Il avait retiré son chapeau, ses cheveux mouillés plaqués sur son crâne. « Ce que j'ai vu, Madison, je n'ai pas de mots », murmura-t-il, son regard fixé sur la fenêtre embuée. Ces chiens, ils l'entouraient, mais pas pour l'attaquer, pour la protéger. C'était comme une cérémonie. Madison s'assit lentement. Sa tête tournait. Depuis des semaines, j'observe cette meute, leur organisation, leur comportement. Mais ce que tu décris, c'est au-delà de tout ce que j'ai pu étudier.
Une interaction protectrice entre une meute sauvage et un enfant? C'est inexplicable, compléta le shérif. Caleb Dawson a peut-être tort sur leurs intentions, mais pas sur leur origine. Ces chiens-là, Madison, ils ne sont pas nés dans la forêt. Quelqu'un les a entraînés. 3 heures plus tard, la docteure Eleanor Hayes franchit la porte du chalet, son sac médical en bandoulière. Dès qu'elle vit l'état de Lily, elle posa ses instruments, l'écouta, prit sa température, observa sa respiration. Elle fronça les sourcils. Début de pneumonie. Rien d'étonnant vu la température de l'eau. Repos strict, antibiotiques, hydratation et chaleur. Beaucoup de chaleur. Elle s'agenouilla près de Lily. « Tu as été très courageuse, ma grande, mais les rivières sont dangereuses, surtout après une crue. Il faut me promettre d'être plus prudente. » Lily ne répondit pas, mais elle tourna la tête vers le chiot qui dormait profondément près du feu et esquissa un geste. Elle pointa son ombre projetée sur le mur, puis le chiot. Eleanor comprit. « Tu veux l'appeler Shadow ?» Lily hocha la tête. Alors qu'Eleanor échangeait avec Madison dans la cuisine, Lily s'empara de son carnet à dessin. Avec une précision troublante pour une enfant de 8 ans, elle représenta la scène de la rivière. Le demi-cercle des chiens, l'alpha abaissant la tête, leur corps formant une barrière, Eleanor observa les croquis, bouche entr'ouverte. Son sens du comportement animal est stupéfiant. C'est plus qu'un simple talent, c'est une forme de communication. Elle ne parle plus depuis la mort de Mark, souffla Madison les yeux embués, mais là, on dirait qu'elle dit tout. Elle parle, corrigea doucement Eleanor. Simplement, pas avec des mots. Et peut-être que ces chiens ne parlent pas non plus avec des sons. Cette nuit-là, alors que la fièvre de Lily montait, Shadow refusa de quitter son chevet. Il veillait, collé à elle, couinant dès qu'elle gémissait. Vers minuit, un son léger retentit. 3 petits coups. Madison sursauta. Elle écarta le rideau du salon et faillit lâcher sa tasse. Sur la pelouse, éclairée par la lampe du porche, ils étaient là, tous les 7. Alignés comme des statues, immovés, leur souffle formant des nuages dans l'air froid. Ils ne bougeaient pas, ne s'approchaient pas, ils attendaient, le lendemain, puis le jour suivant, et encore le 3e soir. Toujours la même scène. Dès la nuit tombée, les chiens apparaissaient. Pas de hurlements, pas d'aboiements, juste leur présence, calme, constante, vigilante. Madison les observait, à travers les rideaux, à travers la peur et l'émerveillement. Elle les dessinait. Elle prenait des notes, mais au fond, elle sentait que la science n'expliquerait pas tout. Le 4e jour, la fièvre de Lily atteignit son pic. Elle délirait par moments, appelant son père d'une voix qu'elle seule semblait entendre. Et toujours, Shadow veillait, posé contre elle comme un gardien minuscule. Eleanor, qui venait chaque jour, laissa entendre que le choc émotionnel pouvait avoir amplifié la maladie. Certains enfants retiennent tout en eux, dit-elle, et puis un événement déclenche quelque chose, le corps libère, tout à coup. C'est une tempête intérieure. Et cette tempête, Madison la sentait. Une tension qui montait, pas seulement en Lily, mais dans la vallée. Quelque chose approchait, un affrontement entre ce que l'on croyait comprendre et ce que Lily savait déjà. Le 4e soir, alors que les ombres s'allongeaient sur Sutton Valley et que les dernières lueurs du jour filtraient à travers les sapins, un grondement familier retentit dans l'allée du chalet. Des pneus crissaient sur le gravier humide. Madison ouvrit la porte avant même que le moteur ne s'arrête. Le pick-up roula jusqu'au porche soulevant une traînée de boue. Un homme descendit, grand, sec, les traits fermés comme un verrou, Caleb Dawson. « Ça suffit, Madison, déclara-t-il d'un ton dur en montant les marches. Les rumeurs, les chiens qui tournent autour de ta maison, c'est hors de contrôle. » Madison croisa les bras. « Ils ne sont pas une menace, ils veillent sur elle. Ce sont des prédateurs, insista Caleb. Tu es biologiste, tu sais ce que ça implique. Tu vas me dire que tu n'as pas remarqué leurs mouvements de patrouille, leurs rondes, ils planifient, ils surveillent. Oui, et c'est justement ce qui est fascinant. » Elle gardait sa voix calme, mais sa mâchoire était serrée. Ils n'ont jamais attaqué. Ils n'ont jamais franchi le seuil. Ils protègent Lily. Caleb secoua la tête, les yeux pleins d'incrédulité. « Tu veux dire qu'une meute sauvage a adopté ta fille ?» Il désigna Shadow, couché près de la porte. « Et celui-là, regarde-le. Il grogne déjà, il montre les crocs. Ils ne sont pas là pour jouer. Ce week-end, la battue aura lieu. Que tu sois d'accord ou pas. » Il tourna les talons, claquant la portière de son pick-up. Madison, restée sur le perron, sentait ses mains trembler. Elle savait que quelque chose d'inédit se jouait ici. Que cette meute n'était pas simplement un groupe de chiens errants, c'était une structure, une entité, un système de communication et de loyauté.
Et sa fille était désormais au cœur de ce lien mystérieux. Dans la chambre, la respiration de Lily s'était alourdie. Madison s'assit à son chevet, passa un linge frais sur son front. Shadow, toujours blotti contre elle, poussait de petits gémissements inquiets. À l'extérieur, les premiers éclairs zébraient le ciel. Mais cette nuit-là, un changement subtil se produisit. Vers 3 heures du matin, Lily remua. Sa peau était brûlante, mais ses yeux s'ouvrirent, et dans ce regard, Madison vit quelque chose de différent, de lucide, de résolu. « Ils vont venir pour les chiens », murmura Madison, plus pour elle-même que pour sa fille. « Ils ne comprennent pas. Monsieur Dawson et les autres ?» Lily ne répondit pas. Elle prit doucement son carnet, le posa sur ses genoux et commença à dessiner. Madison observa ses gestes, précis, calmes, comme guidés par une nécessité intérieure. La fillette traça d'abord les contours de la vallée, la rivière, les crêtes, puis elle marqua un X au nord-est, dans une zone de collines calcaires que peu de gens connaissaient. Elle leva les yeux vers sa mère et hocha la tête. « C'est là qu'ils vivent ?» demanda Madison. Un autre hochement de tête, puis Lily ajouta un dessin, elle debout au centre d'un cercle, et les chiens autour d'elle, des lignes reliaient chaque animal à elle, des fils invisibles. Madison sentit un frisson parcourir son échine. Sa fille ne se contentait pas d'observer, elle communiquait, d'une façon qu'aucun adulte ne pourrait comprendre. Elle lisait ses chiens comme d'autres lisent les émotions sur un visage, et eux la comprenaient. À la première heure, Madison prit son téléphone. D'abord, elle appela Eleanor. « Elle m'a dessiné une carte », dit-elle à peine la psychologue avait décroché. « Un refuge, leur point de repli, elle sait où ils vont. » Puis elle appela le shérif. « Il faut repousser la battue. Donnez-moi 72 heures pour documenter leur comportement. Je peux prouver qu'ils ne sont pas un danger. »« Madison, » répondit-il, la voix fatiguée. « Caleb a déjà réuni 15 hommes. Ils sont censés partir à l'aube. Je ne peux pas leur interdire. Alors venez ce soir. Venez au chalet. Regardez, observez-les. Ils reviendront, comme chaque nuit. » Un silence, puis « D'accord, mais si ce que je vois me pousse à penser qu'ils sont une menace, je ne les arrêterai pas. » Cette journée-là fut rythmée par les préparatifs. Madison ne quitta pas la maison. Eleanor arriva en fin d'après-midi, apportant de quoi manger, des médicaments et un bloc de feuilles pour Lily. Ensemble, elles observèrent la petite qui, malgré la fièvre encore présente, semblait animée d'une énergie sereine. Le shérif arriva à la tombée du jour, sa voiture s'arrêta près du porche et il descendit lentement, comme si la tension de la veille ne l'avait pas quitté. Madison le guida à l'intérieur, lui servit un café et attendit avec lui. Le feu crépitait dans l'âtre. Lily somnolait dans le canapé, Shadow roulait en boule contre elle, puis, comme prévu, ils apparurent, silencieusement, un par un, sortant des arbres comme des ombres. Ils se positionnèrent exactement comme les nuits précédentes, en demi-cercle face à la maison. L'alpha légèrement en avant, tous immobiles, tous tournés vers les fenêtres. « C'est la 4e nuit », murmura Madison. Pas un seul pas en direction du chalet, pas une seule menace. Le shérif observait, les bras croisés, les yeux plissés. Il ne disait rien. Dans le couloir, un bruit. Lily. Elle s'était levée, faiblement, encore pâle, mais debout. Elle portait ses bottes et son manteau. Elle s'approcha du salon, Shadow à ses pieds. « Lily, tu devrais rester au lit », commença Madison. Mais elle comprit aussitôt. Lily se dirigeait vers la porte. « Elle veut aller vers eux », souffla Madison. « Elle sait pourquoi ils sont là. »« Absolument pas », gronda le shérif se plaçant entre elle et la poignée. « Ce sont des animaux sauvages. Peu importe leur comportement étrange, je ne laisserai pas une fillette sortir seule. » Lily le fixa, sans peur, sans agitation. Puis elle saisit son carnet, tourna une page et dessina 3 silhouettes à l'intérieur d'une maison, 7 à l'extérieur, puis une 8e apparaissant sur le côté. Un homme, fusil en main, et derrière lui d'autres figures, armées elles aussi. Le shérif pâlit. « Quelqu'un va venir cette nuit. » Lily acquiesça. Elle désigna la route qui traversait les bois. Madison se précipita vers la radio. « Centrale, ici le shérif Holloway. Avez-vous localisé Caleb Dawson ?» Un grésillement. Puis, dernier pointage, route 8, en direction du nord-est, avec plusieurs véhicules. Le shérif jura. « Il vient ici. » Il n'attend pas l'aube. Il se tourna vers Madison. « Ces chiens doivent partir avant qu'ils n'arrivent. Je ne pourrai rien faire s'ils les voient dans ton jardin. » Shadow gémit doucement. Lily se posta devant la porte. Elle savait ce qu'elle devait faire. « Elle pense pouvoir les faire partir », murmura Madison. Le shérif hésita. « D'accord, mais je sors avec elle, et au moindre signe de danger, on rentre.
Compris, l'air était vif et chargé de cette tension électrique propre aux nuits de printemps. La terre humide sous leurs pas, Madison, le shérif et Lily sortirent sur le porche, enveloppés d'un silence pesant. La lumière chaude de la maison projetait une lueur diffuse sur la pelouse, illuminant les silhouettes des chiens alignés à la lisière du sous-bois. Leur calme était troublant. Pas un mouvement brusque, pas un son. Simplement cette présence, une attente. Lily descendit les marches avec une lenteur maîtrisée, Shadow trottant à ses côtés. Elle avançait vers eux comme on entre dans un sanctuaire. À quelques mètres de la meute, elle s'arrêta. Le shérif restait en retrait, la main proche de son arme, murmura à Madison « Je ne devrais pas la laisser faire ça ». Mais Madison ne répondit pas. Elle connaissait ce regard chez sa fille, cette résolution silencieuse, la même que son père affichait avant de s'élancer dans un feu ou une crue pour sauver une vie. L'alpha se leva, d'un mouvement fluide, il s'avança jusqu'à Lily. Son regard doré croisa celui de la fillette, et dans un geste d'une douceur incroyable, elle tendit la main. Sa paume se posa contre le museau du chien. Le contact fut si simple, si pur, qu'aucun mot ne pouvait le décrire. Le temps sembla suspendu. Puis, Lily abaissa sa main et fit un geste large, clair, vers la forêt. Un signe de départ, un appel à fuir, à se mettre à l'abri. L'alpha incline légèrement la tête, comme s'il comprenait. Il tourna son regard vers la route en contrebas, où les lueurs de phare commençaient à poindre à travers les arbres. Les autres chiens se redressèrent. Le shérif, témoin de toute la scène, baissa lentement sa main de son holster. « Ils comprennent » murmura-t-il. Elle leur parle, pas avec des mots, mais ils comprennent. L'alpha poussa un son grave, un chuintement rauque, presque un signal. Les chiens reculèrent un à un, disparaissant parmi les troncs. L'alpha fut le dernier à partir. Il lança un dernier regard vers Lily, puis s'enfonça dans l'obscurité sans un bruit. Quand le silence reprit possession de la forêt, la petite fille se tourna vers sa mère et revint vers elle, les traits détendus. C'est à cet instant que les phares surgirent en pleine lumière. 3 camions franchirent l'entrée de l'allée, roulant trop vite, freinant brutalement sur la terre humide. Les portes claquèrent. Des voix d'hommes s'élevèrent, brusques, tranchantes. Madison serra Lily contre elle tandis que le shérif s'avançait, bras levés. « Restez en arrière !» lança-t-il, se plaçant entre eux et la maison. « Vous n'avez pas d'autorisation. Et vous êtes armés. » Caleb Dawson s'avança, fusil dans les bras, entouré d'une douzaine d'hommes au regard déterminé. « On a vu les chiens ? Mon fils les a repérés depuis la crête. 7 bergers allemands, tous autour de ce chalet. Tu crois que je vais attendre qu'ils s'en prennent à quelqu'un ? » « Les chiens ne sont plus là, » répondit calmement le shérif. « Ils sont partis. J'étais ici. J'ai tout vu. T'as tout vu ? Ou t'as décidé de fermer les yeux ?» gronda Caleb. Madison s'avança à son tour, Lily toujours serrée contre elle. « Ils n'ont attaqué personne, pas une seule fois. Ma fille leur a sauvé un chiot. Depuis, ils veillent sur elle. Ça, c'est ce que toi tu crois. Mais qui nous dit qu'ils ne l'ont pas attiré? Que ce chiot n'était pas un appât? Tu comptes faire quoi, Madison? Les dresser dans ton salon ?» Le ton monta, les hommes autour de Caleb échangèrent des regards tendus. L'atmosphère menaçait d'exploser. Et puis, un son claqua dans l'air. Un aboiement net, sec, puissant. Shadow, le petit chiot, désormais bien réveillé, s'était avancé, planté devant le porche, dos droit, regard fixe. Il n'avait rien d'un chiot apeuré. Dans ses yeux brillait une intensité familière, un écho de la meute. Les hommes se figèrent. Caleb pointa le chiot du menton. « Ce chien, c'est pas un simple chiot, c'est un berger, le même type que ceux qu'on a vus. Il a été sauvé d'une inondation, » expliqua Madison d'une voix posée. « Il se serait noyé sans Lily. Sauvé ou arraché à sa meute, et maintenant tu les as tous ici en train de rôder autour de ta fille muette qui communique avec des chiens sauvages comme si c'était normal ?» Lily sursauta. Madison sentit son corps se raidir. Les paroles de Caleb avaient été comme un coup. Le shérif intervint immédiatement. « Ça suffit, Tom. Ce que tu dis, c'est dangereux. » Mais Caleb s'avançait encore. Plus près, trop près. Shadow gronda, un son grave sortant de sa petite gorge. Il se plaça devant Lily, entre elle et Caleb. « Tu vois, il grogne déjà. Ça commence comme ça. Et ensuite, un jour, il attaque. »« Il protège !» répliqua Madison, la voix tremblante. « Il fait ce que votre fusil ne fera jamais. Il comprend. » Un nouveau véhicule arriva à cet instant. Les phares illuminèrent la scène, stoppant net la tension. De la Jeep surgit la Dr Hayes, sac médical à la main, démarche rapide. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» lança-t-elle en descendant. « J'ai reçu un appel m'avertissant que Lily était en détresse et je trouve une milice armée devant sa maison. »
Même Caleb sembla désarçonné. Il baissa légèrement son arme. Les hommes autour de lui murmurèrent entre eux. Le poids de l'autorité médicale et morale de la psychologue sembla suffire à désamorcer le conflit. Le shérif reprit la parole. Ces hommes étaient sur le départ. « Pas vrai, Caleb ?» Caleb grogna. « Ce n'est pas fini. On reviendra. À la première attaque. » Mais il se retourna, fit signe à ses hommes. Peu à peu, les camions redémarrèrent. Le grondement des moteurs s'éloigna dans la nuit, ne laissant que le vent et le souffle d'un chiot fidèle. Le calme revenu, Madison, le shérif et Eleanor restèrent un long moment sur le porche comme figés, absorbant le silence. Lily, adossée contre sa mère, observait toujours la forêt, les yeux perdus dans l'ombre des arbres. Shadow, désormais couché à ses pieds, restait en alerte, les oreilles dressées. Madison sentait dans sa fille une tension nouvelle. Ce n'était pas de la peur, c'était une inquiétude plus grande, plus grave, presque mature. Comme si elle avait compris que quelque chose avait changé cette nuit-là, que l'équilibre avait été rompu. À l'intérieur, alors que le feu se remettait à crépiter dans la cheminée, Eleanor s'assit près de Lily. Elle ouvrit son carnet et l'invita doucement à dessiner. Sans un mot, Lily saisit un crayon noir et traça lentement une forme longiligne, flanquée de pattes puissantes, puis d'autres silhouettes, plus petites, en retrait. Une clairière, des arbres couchés. Enfin, elle ajouta une silhouette humaine, isolée, fusil à l'épaule. Eleanor échangea un regard inquiet avec Madison. Elle prévoit une confrontation. Le shérif qui venait de les rejoindre se pencha à son tour. Ce coin-là, c'est la section nord de Stone Creek, un ancien terrain de chasse. Il y a encore des sentiers, mais plus personne ne s'y rend depuis les glissements de terrain de l'an dernier. Ce pourrait être leur refuge, murmura Madison. La meute a sûrement une base là-bas. Lily essaye de nous dire qu'ils vont être piégés. Et Caleb Dawson le sait aussi, ajouta Eleanor. Il attend que les chiens y soient de tous rassemblés pour frapper. Le shérif soupira, passant la main sur son visage fatigué. Si je vais là-bas avec des agents, on aura un bain de sang. Et si je ne fais rien, Dawson agira seul. Madison se leva. Alors on doit les prévenir. Et on doit documenter leur comportement. Prouver qu'ils ne sont pas dangereux. Si je filme leur organisation, leur structure de groupe, leur relation avec Lily, on pourra convaincre le bureau de protection de la faune d'intervenir. « Tu veux filmer des chiens sauvages dans leur territoire ?» demanda le shérif. « Tu sais à quel point c'est risqué ? J'ai étudié les loups en Alaska, les chiens errants en Asie du Sud, » répliqua Madison. « Je sais reconnaître une meute équilibrée. Et celle-ci ne fonctionne pas selon des instincts prédateurs, elle protège, elle coopère. Elle reconnaît Lily comme un signal. » Eleanor approuva d'un hochement de tête. « Lily peut nous guider, mais elle ne doit pas être exposée. Elle est encore trop faible. » Lily, toujours assise près du feu, les écoutait sans intervenir. Puis de soudain, elle leva les yeux et tendit son carnet. Elle avait dessiné un plan, un chemin précis, des points de passage, un itinéraire entre leur chalet et la clairière de Stone Creek. Madison reconnut certains éléments. Des rochers qu'elle avait elle-même notés sur ses cartes topographiques, des arbres tombés, des ponts de fortune. Sa fille connaissait le terrain comme si elle l'avait parcouru 1000 fois. Le lendemain, à l'aube, Madison s'équipa. Sac à dos, caméra, enregistreur vocal, jumelles, cartes, trousse de secours. Eleanor resta au chalet avec Lily. Le shérif l'attendait déjà devant, fusil non chargé mais à portée, prêt à assurer sa sécurité. Shadow, fidèle à Lily, s'était installé près d'elle comme toujours. Ils mirent plus de 2 heures à atteindre la zone indiquée sur le carnet. Le sentier était escarpé, les branches basses. Par moments, Madison notait des empreintes récentes, des griffes, des traces de pattes larges, mais aussi des signes plus subtils. Des marques de frottement sur l'écorce, des touffes de poils coincées dans les buissons, une organisation claire. La meute passait ici régulièrement. Et puis, soudain, ils l'aperçurent, le premier chien. Silencieux, immobile, il les observait depuis un promontoire, sans montrer le moindre signe de panique. Il les attendait. Madison leva sa caméra lentement. Pas de zoom brusque, pas de geste rapide, juste une respiration calme. Elle filma. Le chien ne bougea pas. Il tourna lentement la tête vers la gauche, puis s'éclipsa entre les rochers. Le shérif haussa les sourcils. « Ils nous guident ?» Ils avancèrent. Un deuxième chien les attendait plus loin, puis un troisième. Chaque fois, à une intersection, à un carrefour, comme un chemin balisé. Jamais menaçant, toujours patient. Enfin, ils arrivèrent à la clairière. Ce qu'ils virent là leur coupa le souffle. Une ancienne carrière désaffectée, envahie de mousse et de fougères, entourée de roches effondrées. En son centre, la meute, les 7 chiens, tous rassemblés, ils ne fuyaient pas.
Ils s'étaient regroupés comme pour une réunion, certains assis, d'autres debout, tous regardaient Madison et le shérif arriver. Mais ce n'était pas tout. 3 autres chiens étaient là, plus jeunes, moins massifs. Des recrues, des rejetons. L'un d'eux portait une patte bandée, signe qu'il avait été blessé et soigné. Madison filma tout, elle documenta les interactions, le partage de nourriture, les postures de vigilance, la hiérarchie souple mais respectée. Ce n'est pas une meute sauvage, souffla-t-elle, c'est une unité, un groupe structuré, comme une escouade. Ces chiens ont été dressés par des humains. Le shérif acquiesça. Et ils perpétuent le comportement, même sans maître, ils se sont réorganisés seuls. Madison continua à filmer, elle se tourna doucement, croisant le regard de l'alpha. Il s'avança, s'arrêta à quelques mètres, puis leva les yeux vers le ciel. Un cri. Bref. Network. Et aussitôt les autres se levèrent, comme si une alarme silencieuse s'était déclenchée. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda le shérif. Et puis ils entendirent, au loin, un moteur, puis un autre, des voix, le claquement d'un coffre. Dawson arrivait, il les avait devancés. Le shérif se redressa d'un coup, les traits tendus, le vrombissement sourd des moteurs se faisait plus net, plus proche. Madison sentit son estomac se nouer. La clairière, isolée et encaissée, n'offrait aucune issue rapide. La meute, elle, ne bougeait pas. Les chiens s'étaient figés, oreilles en alerte, visage tourné vers le nord. L'alpha avait cessé de grogner. Il attendait. Madison rangea sa caméra, vérifia rapidement ses poches. Ils ne doivent pas nous voir ici. Si Dawson nous surprend en train de filmer, il pourrait dire qu'on interfère avec une opération légitime. « Viens », dit le shérif. « Il y a un surplomb, juste là-haut. On pourra observer sans se faire repérer. » Ils escaladèrent rapidement les rochers, s'installant derrière un bouquet de pins. D'ici, ils avaient une vue dégagée sur la carrière et la piste d'accès en contrebas. 3 camions 4x4 apparurent, roulant lentement entre les troncs. À l'arrière, des hommes armés, jumelles en main, fusils à l'épaule. Caleb Dawson était en tête. Il descendit du véhicule, balaya les environs du regard, puis fit signe à ses hommes de se disperser. « Le secteur est parfait », l'entendit-on dire. « Les chiens sont coincés. » À ces mots, Madison sentit sa gorge se serrer. Le mot « coincé » n'était pas une observation, c'était une conclusion. Dawson ne venait pas pour observer. Il venait pour éliminer. L'un de ses hommes s'avança, pointant du doigt la clairière. Là, mouvement. Ils sont au centre. Les hommes se déployèrent, prenant position sur les hauteurs. Dawson sortit une radio. On garde les positions. À mon signal, on referme la nasse. Madison se tourna vers le shérif. Il faut faire quelque chose. Ces chiens ne vont pas attaquer. Ils vont se défendre. Et une fois que les premiers coups de feu seront tirés, ce sera fini. Le shérif serra la mâchoire. Il savait qu'intervenir risquait de mettre tout le monde en danger, mais ne rien faire. C'était abandonné. Soudain, un mouvement attira leur attention. En contrebas, un des chiens s'était avancé. Pas vers les chasseurs, vers une vieille souche légèrement surélevée. Il y grimpa et s'assit. Majestueux, droit, c'était l'alpha. Il offrait sa silhouette à découvert comme pour se rendre visible, comme pour dire « Je suis là, regardez-moi ». Un silence tomba. Même les hommes de Dawson semblèrent troublés. Ils s'attendaient à une meute fuyarde, pas à une présence fière, calme, droite. Une bête qui ne se cachait pas. Lily, au chalet, regardait la scène sur l'écran de la caméra retransmise par Madison. Eleanor l'avait connectée à un ordinateur portable. La fillette observait, les yeux agrandis. Puis sans un mot, elle se leva. Elle dessine en quelques secondes une carte, des flèches, une direction. Elle désigna un point précis, une seconde sortie, à l'est de la clairière, qu'aucun des hommes de Dawson ne surveillait. Une échappatoire. Eleanor comprit aussitôt. Elle attrapa son téléphone et appela Madison. Lily a trouvé une issue, une ancienne voie d'exploitation forestière. Elle pense que les chiens peuvent s'enfuir par là sans croiser personne. Madison nota les coordonnées, les transmit au shérif. « Tu peux les faire bouger ?»« Je peux essayer, souffla-t-il. Mais je ne peux pas descendre sans être vu. » Madison prit une inspiration. « Et s'il me suivait, moi ?» Le shérif la fixa. « Tu veux descendre dans la clairière, à découvert, en plein milieu d'une opération de traque ? Ces chiens me connaissent. Ils m'ont vu avec Lily. Je peux les guider. Et tu seras là pour les filmer, pour prouver que ce n'était pas une attaque. » Sans attendre la réponse, elle descendit, lentement, bras levés, les cheveux tirés en arrière, sa veste de terrain bien visible. Dès qu'elle franchit la ligne de végétation, les hommes de Dawson crièrent « Hé, il y a quelqu'un !» « Madison Reynolds » lança-t-elle, « biologiste de terrain, ne tirez pas !»
Dawson sortit de sa cachette, armes baissées mais regard furieux. « Qu'est-ce que vous faites ici? J'étudie cette meute. Vous êtes sur une zone d'observation scientifique. » « Observation? Ces bêtes sont dangereuses. » Madison pointa la meute. Les chiens étaient tous debout, silencieux. Aucun grognement, aucun bond. Juste leur regard tourné vers elle. Ils attendaient, comme s'ils comprenaient que la décision reposait sur elle. Elle se pencha, ramassa un bâton, le tendit vers l'est, puis fit un sifflement léger. Un son unique, un appel, l'alpha bougea, un pas, deux, puis il se tourna, un autre chien le suivit, puis un autre. Bientôt, toute la meute s'éloignait calmement vers la sortie indiquée par Lily. Dawson observait, bouche entr'ouverte. « Ils l'écoutent. »« Non, » rectifia Madison. « Ils lui font confiance. » Le shérif filmait tout depuis les hauteurs, chaque mouvement, chaque réaction. Des chiens qui obéissent sans la moindre agression. Des témoins médusés qui assistent à une fuite ordonnée sans menace. Ce n'était pas une attaque, c'était une évacuation. Quand les derniers chiens disparurent entre les arbres, Dawson lâcha son fusil au sol. Il venait de perdre sa guerre. Le calme revenu sur la clairière n'était plus le même qu'auparavant. Il avait le goût d'une victoire silencieuse. Pas celle des armes ni des cris, mais de la compréhension. Madison restait debout, seul au centre de cet amphithéâtre naturel désormais vide, ses bottes couvertes de poussière, le regard perdu vers la direction prise par les chiens. Ils étaient si partis, parce qu'elle le leur avait demandé, parce que Lily avait su les prévenir à temps, et parce qu'un lien invisible, mais indiscutable, unissait désormais ces êtres venus d'espèces différentes. Le shérif descendit prudemment de sa cachette, rangeant son téléphone. Il avait capté chaque minute de ce repli. Des images qui, une fois montées et contextualisées, pouvaient faire basculer l'opinion publique. « Tu viens de changer la donne, » dit-il en s'approchant. « Ce que j'ai vu, c'est la première fois que j'assiste à un comportement aussi discipliné chez une meute sans maître. » « Ils avaient un maître, » répondit Madison doucement. « Ils l'ont perdu. Et maintenant, ils survivent comme ils peuvent, en se soutenant. » Ils retournèrent au chalet à la tombée de la nuit, éreintés, les jambes raidies par les heures de marche et la tension. Lorsque Madison franchit la porte, Lily se leva aussitôt. Son visage était pâle, mais dans ses yeux brillait une certitude rare chez une enfant de son âge. Elle savait, elle avait vu, et elle attendait une seule chose, savoir si les chiens étaient en sécurité. Madison s'agenouilla devant elle. « Ils sont partis, sains et saufs, grâce à toi. » Lily sourit, mais pour la première fois depuis la disparition de son père, elle posa ses mains sur les joues de sa mère et parla. « Je savais qu'il m'écouterait. » La voix était faible, presque un murmure, mais elle résonna dans la pièce comme une explosion. Eleanor, qui se tenait non loin, porta une main à sa bouche, le shérif resta figé. Madison sentit son cœur s'arrêter un instant, puis fondit en larmes. Elle serra Lily contre elle comme si elle ne voulait plus jamais la lâcher. « Tu es revenue, ma chérie. Tu es revenue. » Ce soir-là, ils dînèrent ensemble, pour la première fois depuis longtemps. Eleanor proposa une soupe chaude, que Lily mangea lentement, Shadow assis sagement à ses pieds, comme s'il sentait que quelque chose d'immense venait de se produire. Ce n'était pas juste une voix retrouvée, c'était un cercle qui se refermait. Le lendemain matin, Madison monta un dossier complet avec les images filmées par le shérif, ses propres notes de terrain, les dessins de Lily et un rapport comportemental détaillé. Le tout fut envoyé au Bureau fédéral de gestion de la faune et à 2 universités spécialisées. Elle ne cherchait pas à faire de la médiatisation, elle voulait créer une protection légale, une reconnaissance. Si cette meute était classée comme structure autonome d'ancien dressage militaire, elle pourrait bénéficier d'un statut spécial, protégé, intouchable. 3 jours plus tard, une équipe de spécialistes arriva à Sutton Valley. Ils n'étaient pas là pour capturer, ils étaient venus pour comprendre. Anthropologues, vétérinaires, comportementalistes, éthologues, tous réunis autour d'un seul fait. Jamais une meute de bergers allemands n'avait démontré un tel niveau d'organisation et d'initiative collective sans la présence directe d'un humain. Et pourtant, c'était arrivé. Lorsqu'ils interrogèrent Madison, elle leur montra les vidéos, les croquis, les témoignages. Lorsqu'ils demandèrent à voir Lily, Eleanor intervint. Elle a déjà parlé à travers ses dessins. Ce sera suffisant. Shadow, lui, était resté près de la porte. Depuis le départ des autres, il ne mangeait que peu, se contentant de veiller. Il semblait attendre, pas nerveusement, plutôt comme s'il sentait que son rôle n'était pas terminé. Et en effet, il ne l'était pas. 2 semaines plus tard, Madison reçut une lettre, un courrier officiel.
La demande de reconnaissance de la meute venait d'être acceptée. Le document stipulait que tout acte d'agression contre les chiens serait considéré comme une violation de la loi sur la protection des espèces à comportement social exceptionnel. Une première dans l'histoire du comté. Cette nuit-là, Lily dessina un dernier croquis. Un cercle de chiens, au cœur duquel se tenait un homme en uniforme, dont le visage ressemblait à celui d'un portrait encadré posé sur la cheminée. Madison le reconnut aussitôt. Mark, son mari, le père de Lily. L'enfant ajouta une phrase au bas de la page, tracée d'une écriture encore tremblante. Il les a dressés pour me retrouver. Madison comprit alors ce qu'elle avait toujours refusé d'envisager. Ces chiens, ce comportement, ce lien, ce n'était pas un hasard, c'était une transmission. Une mission silencieuse que Mark leur avait laissée et qu'ils avaient poursuivie, même après sa mort. Et à travers eux, Lily avait retrouvé son père. Les jours qui suivirent furent empreints d'un calme nouveau, presque irréel. Le chalet, autrefois habité par les silences pesants du deuil et de l'attente, semblait respirer à nouveau. Lily passait de plus en plus de temps dehors, même si son corps restait encore fragile. Chaque pas, chaque geste trahissait une force intérieure revenue. Elle riait parfois. Elle parlait peu mais avec justesse, comme si chaque mot comptait désormais, comme si elle avait appris, auprès des chiens, le langage du nécessaire. Madison avait installé un coin d'observation sur la colline surplombant la vallée, avec une tente discrète, des jumelles et une caméra automatisée. L'idée n'était pas de surveiller mais de continuer à comprendre, à documenter. Elle savait que la meute était encore dans les parages, qu'elle continuait d'évoluer, de se déplacer en suivant un schéma qu'aucun GPS ne pourrait prédire. Une nuit, alors qu'elle visionnait les images captées par la caméra thermique, elle vit quelque chose qui la figea. Ce n'était pas seulement la meute qui réapparaissait brièvement, le temps de quelques silhouettes furtives traversant l'écran. Non, ce fut la présence d'un autre animal, plus massif, solitaire, qui restait à distance. Un vieux chien, au poil grisonnant, qui n'avait jamais été vu auparavant. Le lendemain, elle montra la séquence à Eleanor et au shérif. Celui-là n'est pas l'un des 7, ni un des jeunes. Il est plus grand, peut-être un ancien chef ? Ou un éclaireur, suggéra le shérif. Tu penses que c'est un survivant d'un autre groupe ? Peut-être. Ou peut-être qu'il a suivi la meute depuis le début. Un chien qu'il respecte, mais qui ne se montre qu'en cas de besoin. Lily, qui observait les images depuis l'autre pièce, se leva soudainement. Elle prit une feuille, un crayon, et dessina sans un mot. Quelques instants plus tard, elle leur montra ce qu'elle avait tracé. Un chien massif, noir, avec des taches blanches, les yeux marqués d'une cicatrice. Et derrière lui, un insigne militaire. Madison sentit un frisson parcourir son dos. « Tu l'as déjà vu ?» Lily hocha la tête. « Dans mes rêves. » Eleanor la fixa longuement. « Ce n'est peut-être pas qu'un rêve. Les enfants ont parfois des intuitions qui échappent à notre logique. » Ce soir-là, Madison relut pour la 100e fois les carnets de terrain de Mark. Il avait laissé derrière lui des dizaines de notes, de schémas, de plans d'entraînement canin. Certains parlaient d'un projet spécial qu'il avait mené juste avant sa dernière mission. Une unité de chiens conçue non pas pour attaquer, mais pour secourir, pour accompagner les soldats blessés, pour retrouver des survivants. Le nom de ce programme revenait plusieurs fois, Guardian Echo. Madison se figea. Ce nom, elle l'avait vu dans les dossiers classifiés qu'on lui avait brièvement montrés après la mort de Mark. Mais personne ne lui avait expliqué ce que cela signifiait. Elle comprenait maintenant. Ces chiens étaient les derniers survivants d'un programme d'élite. Et s'ils étaient revenus ici, ce n'était pas par instinct. C'était parce qu'ils avaient été dressés pour revenir vers Lily si jamais Mark ne revenait pas. Le choc de cette révélation la submergea. Tout prenait sens. La fidélité de la meute, leur refus d'attaquer, leur patience, leur lien immédiat avec Lily. Elle était leur point d'ancrage, leur mission, leur dernier ordre. Le jour suivant, une alerte fut lancée dans la région. Un adolescent avait disparu dans les bois de Red Hollow, à une vingtaine de kilomètres de Sutton Valley. Les autorités locales étaient débordées. La tempête qui menaçait rendait les recherches difficiles. Madison regarda Lily. Elle savait ce qu'elle pensait avant même qu'elle parle. « Ils peuvent le retrouver », murmura l'enfant. Madison contacta le shérif. « Donnez-moi une chance, une seule, laissez-les intervenir. Tu veux relâcher une meute non contrôlée en pleine opération de recherche ? Ce ne sera pas une meute enragée, ce sera une unité de sauvetage. Exactement ce pourquoi ils ont été formés. » Le shérif hésita puis soupira. « Une seule tentative, et je viens avec toi. » Le soir même,
Madison, le shérif et Lily se rendirent dans une clairière connue pour être un point de passage régulier de la meute. Shadow, désormais plus vif et solide, trottait à l'avant comme un éclaireur miniature. Madison s'accroupit et sortit un petit émetteur sonore, un sifflet particulier, fréquence réglée selon les notes de Mark. Elle souffla. Le vent porta le son. Quelques minutes passèrent. Puis, un par un, les chiens émergèrent des ombres. Leurs yeux luisaient dans l'obscurité, mais ils ne firent aucun bruit. L'alpha s'approche. Madison lui montra un morceau de tissu récupéré auprès de la famille de l'adolescent disparu. Il le flaira puis se tourna vers les siens, et sans un aboiement, il bondit dans la forêt. La meute suivit, organisée, silencieuse, déterminée. Les bois de Red Hollow s'étendaient comme un labyrinthe vivant, tissé de racines et d'obscurité, raviné par les pluies récentes. La nuit était tombée rapidement, étouffant la forêt d'un silence pesant. Madison, le shérif et Lily attendaient postés à l'orée d'un sentier. Il n'y avait pas de cris, pas d'aboiement, seulement le vent dans les branches et le crépitement des gouttes sur les feuilles. La meute avait disparu dans les ténèbres depuis maintenant plus d'une heure. Puis, au loin, un mouvement, une ombre, puis deux, et enfin des pattes qui foulaient la terre humide. L'alpha réapparut en tête du groupe, les babines fermées, les yeux tendus. Derrière lui, 2 chiens encadraient une silhouette tremblante, appuyée sur leurs flancs. Un adolescent couvert de boue, les bras éraflés mais vivant. Madison porta une main à sa bouche, le garçon titubant était soutenu comme un soldat blessé au retour du front. L'un des chiens tenait dans sa gueule le sac à dos du garçon. Un autre, plus jeune, léchait doucement ses doigts gelés comme pour l'apaiser. Le shérif s'approcha sortant sa radio. Cible localisée. En vie. Besoin d'une ambulance en urgence. Les secours arrivèrent en moins de 15 minutes. Le garçon fut pris en charge, stabilisé puis transféré à l'hôpital du comté. Le médecin urgentiste, abasourdi, demanda à Madison « Comment ont-ils fait ?» Ils ont traversé des terrains impraticables. Et ce gamin, il affirme qu'ils sont venus directement à lui, qu'ils l'ont guidé hors d'un ravin. Ils ont suivi un ordre, répondit-elle simplement. Un ordre transmis il y a des années. L'histoire fit le tour du comté dès le lendemain. Une meute d'élite sauve un adolescent en forêt. Les chaînes locales commencèrent à appeler Madison. Des scientifiques demandèrent des interviews, mais elle resta prudente. Elle savait qu'un excès de lumière pourrait nuire à ce fragile équilibre. Plus la meute serait médiatisée, plus elle attirerait les convoitises, ou la peur. Mais surtout, ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que ce n'était que le début. Quelques jours plus tard, Lily dessina une nouvelle carte. Pas un paysage cette fois, un bâtiment, une sorte d'entrepôt délabré, avec des cages, des chaînes et des chiens enfermés. Madison fronça les sourcils. « C'est un rêve ?» Lily secoua la tête, puis elle écrivit « Ils appellent à l'aide ». Ce fut Eleanor qui suggéra d'enquêter. Les enfants autistes ont parfois des formes de perception qu'on ne comprend pas. Elle ressent les choses. Guidée par le dessin, Madison parcourut les routes rurales de l'est du comté. Au bout de 2 jours, elle trouva le bâtiment. Un ancien chenil, abandonné, tapi derrière une scierie désaffectée. Tout semblait vide à première vue, mais en s'approchant, elle perçut des gémissements, des bruits étouffés et une odeur âcre. Le shérif intervint avec un mandat. Derrière les portes rouillées, 8 chiens, émaciés, certains blessés, tous enfermés dans des cages trop petites. L'un d'eux portait encore un harnais militaire, numéro effacé, cicatrices visibles, un réseau de trafiquants, une tentative de récupérer, vendre ou rééduquer d'anciens chiens d'intervention. L'affaire remonta jusqu'à 2 anciens soldats déchus qui espéraient vendre ces chiens à des groupes privés. Le démantèlement fut rapide mais choquant. Et une chose frappa Madison plus que tout. Lorsqu'on ouvrit les cages, plusieurs de ces chiens se mirent à pleurer. Pas aboyer, pleurer. Puis l'un d'eux s'approcha lentement d'elle et posa son front contre son genou. « Tu penses qu'ils te reconnaissent ?» demanda le shérif. « Non, je pense qu'ils sentent que je connais Lily. » Parmi les chiens libérés, 3 furent accueillis temporairement au chalet. Shadow, désormais adolescent et bien robuste, se montra tout de suite protecteur envers eux. Il leur montra la maison, les endroits où dormir, les règles silencieuses. Il avait grandi, oui, mais aussi appris. Il n'était plus seulement un protégé, il devenait un guide. Lily reprenait elle aussi des forces. Elle riait davantage. Parfois, elle courait même dehors avec Shadow sur ses talons. Son visage n'était plus seulement serein, il était lumineux. Elle semblait porter en elle la mémoire d'un lien ancien, une sagesse muette, comme si une partie de son père vivait à travers chaque chien.
Un matin, alors que Madison préparait le petit déjeuner, Lily entra dans la cuisine avec un nouveau dessin. Celui-ci représentait une route, longue, sinueuse, et tout au bout, une silhouette de chien solitaire. Elle tendit la feuille à sa mère et dit « Il manque encore un ». Ce matin-là, en découvrant le dessin de Lily, Madison sentit quelque chose de profond l'envahir. Comme un appel, comme une promesse inachevée, ce dernier chien, ce solitaire à l'horizon, ne venait pas de son imagination. Lily ne dessinait jamais au hasard. Chaque image était une vérité qu'elle sentait, un message qu'elle transmettait. Elle accrocha le dessin au mur, à côté de ceux représentant la meute, le chiot sauvé, la clairière, l'entrepôt, une cartographie silencieuse d'un monde que seule sa fille pouvait lire. Puis, elle rassembla ses affaires, jumelles, caméras, radio, GPS. Elle partit seule, cette fois, vers la limite nord de la forêt, là où s'effacent les sentiers battus et où les lignes sur la carte deviennent incertaines. Pendant ce temps, au chalet, Lily s'installa près de la fenêtre, son carnet sur les genoux. Shadow était à ses côtés, le regard fixé sur la forêt. Il ne voulait pas partir, pas cette fois. Comme s'il savait que cette quête appartenait à Madison, que c'était à elle de retrouver le dernier fragment manquant. La route fut difficile, le terrain accidenté. Madison mit des heures à atteindre la zone indiquée. Aucun bruit, si ce n'est le bruissement du vent dans les feuillages. Et puis, à l'approche d'un vieux pont de bois effondré, elle l'aperçut, le chien, massif, noir charbon, le poil en bataille, une cicatrice marquant sa tempe gauche. Il la fixait de ses yeux fatigués mais vifs. Il ne bougea pas, ne recula pas. Il la laissa approcher lentement, prudemment. Madison sentit son cœur battre plus vite. Ce n'était pas simplement un chien perdu, c'était un gardien oublié. Lorsqu'elle arriva à une dizaine de mètres, elle s'accroupit, elle ne parla pas. Elle sortit simplement un foulard que Lily avait glissé dans sa poche. Un foulard bleu ciel avec de petites étoiles brodées. Le chien l'observa, huma l'air, puis, sans un mot, sans un son, il s'avança et posa son museau contre le tissu. Madison sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle venait de retrouver le dernier, le plus ancien. Peut-être le premier d'entre eux. Elle revint avec lui au chalet à la tombée du jour. Quand Lily le vit apparaître sur le sentier, elle ne courut pas, elle ne cria pas. Elle s'agenouilla simplement et le chien vint poser son front contre le sien, exactement comme Marc le faisait quand il la portait sur ses épaules. Ils l'appelèrent Atlas, un nom que Lily traça elle-même au feutre sur son collier. Dans les semaines qui suivirent, la vie reprit un rythme nouveau. Tous les chiens libérés restèrent aux abords du chalet, formant une véritable communauté, mi-sauvage, mi-familière. Ils dormaient dehors, mais revenaient chaque matin. Ils partaient en patrouille, mais restaient toujours à portée de voix. Ils n'avaient plus de maître, mais ils avaient une mission. Le shérif fit aménager une zone protégée autour du domaine. Le gouvernement local, désormais au courant de l'importance du lien entre Lily et les chiens, décida de classer la région comme réserve d'observation comportementale. Eleanor Hayes proposa un suivi à long terme, non pas pour traiter Lily, mais pour documenter l'impact thérapeutique d'un lien interespèce. Et Madison écrivit tout, chaque jour, chaque instant. Son livre, publié 1 an plus tard, devint un témoignage bouleversant. Intitulé « Les loups du silence », il retrace l'histoire de sa fille, des chiens, du deuil, de la guérison et de cette meute venue d'un passé militaire pour veiller sur une enfant blessée. Ce n'était pas une fiction, c'était un héritage. Un matin, lors d'une conférence à Denver, un vieil homme en uniforme s'approcha de Madison après sa prise de parole. Il portait une canne et un badge sur lequel on pouvait lire « Lieutenant Harlan Cooper, unité K9-327 ». « Votre mari, dit-il en saisissant doucement la main de Madison, a formé mes 2 chiens. Il parlait souvent de sa fille. Il disait qu'il espérait qu'un jour, il saurait lui transmettre ce qu'il n'aurait peut-être pas le temps de lui dire. » Madison sentit sa gorge se nouer. Le vieil homme sortit une photo, 2 bergers allemands, assis fièrement aux côtés de Mark Reynolds en uniforme. Sur le dos de l'un, on distinguait un écusson à demi effacé, Echo Guardian. Lorsque Madison rentra de Denver ce soir-là, elle trouva Lily endormie dans le salon, une pile de dessins éparpillés autour d'elle. Shadow, Atlas et 2 autres chiens étaient couchés près d'elle, formant une barrière silencieuse contre le monde extérieur. Le feu crépitait doucement dans la cheminée, et sur la table basse, un dessin particulier attira son regard. On y voyait une grande clairière baignée de lumière, tous les chiens y étaient représentés, assis en cercle, et au centre, une silhouette masculine,
flou mais reconnaissable, tenait la main d'une petite fille. Madison reconnut instantanément l'uniforme, la posture, le regard, Mark. Lily l'avait dessiné encore une fois, mais cette fois il souriait. Elle sentit son cœur se serrer doucement, mais sans douleur. Ce n'était plus une cicatrice, c'était une présence, un pont entre ce qui avait été et ce qui demeurait. Les mois passèrent et la légende des chiens de Sutton Valley grandit sans jamais devenir un mythe déformé. Parce que Madison avait su la garder ancrée dans le réel. Elle parlait rarement d'eux à la télévision, jamais dans les talk-shows, mais elle donnait des conférences dans les écoles, dans les académies vétérinaires, dans les centres d'accompagnement post-traumatique. Elle expliquait, preuves à l'appui, que le lien entre un humain et un chien ne s'arrêtait pas à l'obéissance. Il allait bien au-delà. Lily, elle, continua de dessiner. Parfois, elle parlait, surtout pour raconter des souvenirs. Mais le plus souvent, elle s'exprimait autrement, par ses gestes, par ses silences, par sa façon de poser une main sur la tête de Shadow comme on referme un livre précieux, ou d'écouter Atlas respirer à côté d'elle comme on écouterait une chanson. Elle commença même à guider d'autres enfants, d'autres familles. Ce fut d'abord un petit garçon, muet depuis un accident, puis une adolescente qui avait perdu son frère à la guerre. Chaque fois, Lily les accueillait sans dire un mot, mais les chiens venaient à eux naturellement. Et quelque chose se passait, toujours. Un jour, un journaliste venu en observation lui demanda « Qu'est-ce qu'ils ont, ces chiens, que les autres n'ont pas ?» Et Lily répondit simplement « Ils n'oublient jamais. Même quand nous, on essaye. » C'est ce qui fit toute la différence. Ces chiens, issus d'un passé militaire forgé dans l'ordre et le devoir, avaient trouvé un nouveau champ de bataille, celui de la guérison. Et leur arme la plus puissante n'était ni leur force, ni leur flair, mais leur fidélité. Un an jour pour jour après la tempête qui avait marqué le retour de Shadow dans la vie de Lily, une cérémonie fut organisée dans la vallée. Pas une fête, pas un spectacle, une réunion. Tous ceux qui avaient été touchés par l'histoire, les vétérinaires, les policiers, les familles aidées, vinrent se recueillir dans la clairière où, jadis, la meute s'était regroupée. Un monument y fut érigé, sobre, une dalle de pierre gravée, représentant un cercle de chiens, et ces quelques mots, ils sont venus non pas pour dominer, mais pour protéger. Ils sont restés non par devoir, mais par amour. Ce jour-là, alors que le soleil se couchait derrière les arbres, Lily s'approcha du monument avec Shadow à ses côtés. Elle tenait un dessin roulé dans sa main. Elle le déposa contre la pierre et s'agenouilla. Le vent se leva doucement, emportant le papier qui se déroula lentement. Dessus, on y voyait la meute complète, le chalet en arrière-plan, et une phrase manuscrite toute simple. « Je n'ai plus peur, je ne suis plus seul. » Et tandis que les feuilles des arbres frémissaient, tandis que les chiens s'allongeaient en cercle autour d'elle, Madison comprit enfin. Ce que Mark avait voulu offrir à sa fille n'était pas seulement une meute pour la protéger. C'était une passerelle entre les mondes, une preuve vivante que parfois, même au-delà de la mort, l'amour trouve toujours un chemin pour veiller. À ceux qui traversent le deuil, à ceux qui pensent qu'ils ont tout perdu, à ceux qui entendent encore, la nuit, les pas de ceux qui ne sont plus là, cette histoire est pour vous. Parce que parfois, la lumière revient là où on ne l'attendait plus. Parfois, elle a des pattes, un regard silencieux et une loyauté indéfectible. Et parfois, elle s'appelle simplement Shadow.